un peu à quoi vous attendre. Donc, premièrement, on va lire ensemble une mise en situation qui porte sur le profilage racial et tout ce que je vais vous demander de faire à ce stade-là, c'est vraiment juste de garder les faits en tête et au fur et à mesure qu'on explique les notions durant le webinaire, mais peut-être de faire des liens entre les faits de cette situation-là et, comme je vous ai dit, les notions. Donc, à la fin, on va y retourner ensemble et on va discuter un peu de cette situation-là. Ensuite, la première partie va porter sur le profilage racial. Donc, on va discuter un peu de tout ce qui est définition, source du profilage racial, c'est quoi les manifestations, quelques statistiques aussi en la matière. Donc, c'est quoi les peuples, les peuples, les personnes ici de minorité les plus touchées par ce phénomène de profilage racial, les droits et libertés en cause, etc. Et ensuite, on va plonger dans tout ce qui est profilage social, donc avec un peu la même logique. Donc, on va regarder c'est quoi la définition, les différentes manifestations, les droits et libertés en cause et bien plus. Et enfin, on va finir avec la partie du webinaire qui semble, à mon avis, la plus importante et c'est celle qui va porter en fond sur que faire en cas de profilage. Pourquoi je pense que c'est la plus intéressante? Mais c'est parce que c'est celle qui est la plus pratique. Donc, c'est avec cette partie-là du webinaire qu'on va vraiment voir ensemble comment agir ou c'est quoi les étapes à franchir lorsqu'on est victime de profilage, que ce soit profilage racial ou profilage social. Sans plus tarder, on va plonger dans la formation avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, la mise en situation. Fait que je vais la lire et juste garder les faits en tête et on va y revenir à la fin. Donc, Ahmed est âgé de 19 ans et est d'origine algérienne. Après une longue journée, il sort du collège de Maisonneuve pour rentrer chez lui. C'est alors qu'un policier du SPVM l'interpelle et lui annonce qu'il l'a vu 5 minutes plus tôt traverser une rue à la lumière rouge et lui remet un constat d'infraction de 15 $. Ahmed, qui ne comprend pas la situation, l'assure qu'il se trompe de personne, ce à quoi le policier répond: Arrête de mentir, t'es pas le premier arabe que je vois faire ça, vous respectez jamais les règles, vous autres. Donc, comme je vous ai dit, gardez les faits en tête, puis on y reviendra à la fin. Sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Victoria qui va un peu vous introduire la notion de profilage racial. OK, maintenant vous m'entendez. J'ai commencé à parler sans éternuer. OK, parfait. Alors, on va commencer avec la définition du profilage racial. Et cette définition a été tirée de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et il nous dit que le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes d'autorité à l'égard d'une personne ou d'un groupe. Désolé, j'ai perdu mon écran, un groupe de personnes pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public qui reposent sur des facteurs tels la race, la couleur, l'origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d'exposer la personne à un exemple ou un traitement différentiel. On va passer à la prochaine diapositive. Alors, nous allons prendre quelques minutes pour compléter un petit sondage qui porte sur les statistiques du profilage racial et les groupes minoritaires les plus profilés. Et d'après vous, ça c'est notre question, d'après vous, quel est le groupe minoritaire le plus visé par les interpellations policières à Montréal? Et c'est entre les années 2014 et 2017. Alors, vous pouvez prendre juste quelques secondes pour répondre à notre sondage. OK. Je pense qu'on va juste attendre une petite seconde. Là. OK, parfait. Super. Réfléchir. Good. Là, je viens de share les résultats, donc je ne sais pas si tu vas en parler maintenant ou à la prochaine diapo. La prochaine diapo, les résultats. OK, parfait. Alors, quelques statistiques sur le profilage racial, c'est les Autochtones et les personnes noires sont 4 à 5 fois plus susceptibles que les personnes blanches d'être arrêtées par la police. Les Arabes âgés entre 14 et 25 ans sont plus susceptibles d'être arrêtés par la police que les jeunes personnes blanches. Et entre les années 2014 et 2017, la population autochtone était 17,9 % plus susceptible d'être arrêtée par la police et la population noire était 16,5 % plus susceptible d'être arrêtée par la police et les Arabes étaient 7,9 %
plus susceptibles. Et je crois qu'il est également important de mentionner qu'en 2016, Statistique Canada a publié le profil de recensement de l'île de Montréal et les nombres ont montré qu'il y a plus de 150 groupes ethniques présents dans la ville de Montréal. Alors, on est une ville très diversifiée et 38% de la population est née à l'étranger et plus d'un tiers de la population montréalaise s'identifie comme une minorité visible. Alors, la majorité d'entre vous, est-ce que tout le monde voit les résultats? Oui. Alors, la majorité d'entre vous avait répondu que c'est la population noire qui est interpellée le plus. C'est très intéressant que vous avez répondu ça. Alors, on va passer à la prochaine diapositive. OK. Alors, on va parler un petit peu de l'affaire Milad Resco. Je ne sais pas si vous connaissez les faits, mais on va en discuter. En avril 2012, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ont fait des progrès révolutionnaires dans la lutte contre le profilage racial, car ils ont remporté une importante victoire judiciaire et c'est le cas de Milad Resco. Et en 2007, M. Resco, d'origine libanaise, est interpellé par l'agent Chartrand du SPVM pour une ceinture détachée alors qu'il était passager d'une voiture stationnée. Et le policier lui demande de s'identifier, mais M. Resco ne parle pas parfaitement français et n'avait pas de pièce d'identité sur lui. Et M. Resco a tenté de divulguer son nom et sa date de naissance, mais il avait de la difficulté à bien prononcer les mois et il a mêlé l'ordre des jours et mois. Et au lieu de dire sa date de naissance, le 8 janvier, il a dit le 1er août. Et le policier ne le croyait pas. Et M. Resco lui disait la vérité. C'est à soi que désolé, il a fait signe de croix et ce à quoi le policier lui a répondu que tous les Arabes sont des menteurs. Et M. Resco a reçu un constat d'infraction et parce qu'il ne portait pas sa ceinture. Et à la suite des événements, M. Resco a porté plainte en déontologie policière, mais la plainte, malheureusement, a été rejetée. Et M. Resco a contesté sa contravention par la suite aux cours municipales, où il a été acquitté de celle-ci, mais il a subi un préjudice. Et c'est pourquoi il avait aussi porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, comme j'ai mentionné avant. Et c'est le 23 avril 2012 où le tribunal des droits de la personne a condamné la Ville de Montréal et le policier Chartrand de verser 18 000 $ en dommages moraux et punitifs à M. Resco. Et selon la juge, l'agent Chartrand a interpellé M. Milad Resco sans motif raisonnable, a proféré des insultes racistes à son endroit, a fait des vérifications disproportionnées et a remis un constat d'infraction sur la base de préjugés, agissant ainsi de manière abusive et pratiquant du profilage racial. Alors, c'était très clair dans les faits de cette affaire que le policier Chartrand a agi avec un préjudice et c'était clairement un abus de pouvoir de sa part. On peut passer à la prochaine diapositive. Parfait. Alors, il est temps pour notre prochain petit sondage qui porte sur les manifestations du profilage racial. Et c'est une question vrai ou faux. Cet énoncé présente une manifestation du profilage racial. OK. Amine et ses amis entrent dans un magasin de vêtements au centre-ville. Ils sont suivis de près par un employé du magasin. Est-ce que c'est un cas de profilage racial, vrai ou faux? Vous pouvez prendre quelques secondes pour réfléchir. OK. On est presque là. OK. Je vais partager les résultats, puis on peut parler un peu des réponses là, maintenant avant de passer à l'autre diapo.
Excellent. Alors, 80% d'entre vous, vous avez répondu que oui, c'est un cas de profilage racial. Il y a 20% qui ont répondu non. Euh, euh, alors, je pense que la majorité d'entre nous, on est sur la même page. Mais la réalité est que personne est à l'abri du profilage racial. Euh, mais ce sont les groupes minoritaires qui sont les plus affectés, malheureusement. Et c'est un cercle vicieux. Et en raison des interactions négatives, la communauté se méfie de la police et les tensions persistent. Et on essaie toujours de trouver une solution à ça, mais il faut, euh, il faut reconnaître qu'il y a un problème pour commencer. Et aussi, je voulais juste comme rajouter un petit truc, mais justement avec cet exemple-là, on voit que le profilage racial, parce que la plupart du temps, les gens pensent que le profilage racial, c'est nécessairement en lien avec la police, que Mhm. c'est ce genre de relation de pouvoir-là qui cause nécessairement le profilage racial, mais le profilage racial, c'est vraiment, ça peut se manifester de tout plein de formes, puis comme l'exemple qu'on vous a montré, là, c'est vraiment une de ces formes les plus subtiles, mais c'est quand même du profilage racial. Donc ça, il faut rester à l'affût, puis il faut vraiment ouvrir les yeux face à ça. Puis comme Victoria a dit, c'est malheureusement, c'est toujours les groupes, les groupes minoritaires qui payent le plus. Donc, ça fait qu'il faut vraiment regarder autour de nous puis faire attention. Absolument. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, super. Je pensais que j'avais perdu le partage. Victoria, es-tu là avec nous? Je pense qu'on a perdu Victoria. Ben, je Je prends... suis là, c'est juste que c'est correct, c'est le son qui a coupé. Désolée. OK, désolée, c'est les quelques manifestations du profilage racial. Alors, les candidatures des gens qui n'ont pas un nom racialisé ont des meilleures chances d'être retenus quand ils appliquent pour un emploi. Alors, c'est une situation qui est très connue, surtout au Québec. Les gens avec un nom comme plus commun, leur candidature va être retenue. Les agents de police considèrent les jeunes Afro-Canadiens comme étant plus susceptibles de commettre un crime que les autres. Malheureusement, c'est la réalité et il y a même des recherches qui ont été faites. Il y a des comités qui sont organisés pour faire des recherches juste sur ce sujet-là. Et le dernier, c'est l'agent de sécurité du magasin va suivre un client dans les allées en raison de son ethnie. Et ça, c'est aussi un exemple qui est très commun. Comme nous avons vu dans notre sondage, c'est quelque chose qui arrive très souvent, malheureusement. Et oui, c'est ça. Excellent, merci Victoria. Donc, à mon tour, moi, je vais vous parler un petit peu plus de la charte des droits et libertés de la personne, ainsi que des droits qui sont garantis par celle-ci. Donc, cette charte est aussi appelée la charte québécoise, et il y a un article particulier qui protège toute personne par rapport à ses droits. Donc, l'article en question, c'est l'article 10. Et c'est toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier à ce handicap. Dans le fond, il y a une discrimination pardon, qui se fait lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet, dans le fond, de détruire une personne ou de la viser directement. Et on l'a vu dans la mise en situation par rapport au magasinage et aussi au jeune Ahmed lorsqu'il s'est fait interpeller par le policier en traversant la rue, chose qu'il n'avait pas faite. Donc, cet article-là vise vraiment à protéger nos droits et on le voit aussi du côté fédéral à la prochaine diapositive. Merci. Donc, c'est l'article 15. Dans le fond,
C'est un peu l'homologue, si on veut, mais plus dans la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, la loi ne fait acceptation de personne et s'applique également à tous et à toutes. Ils ont droit à la même protection et aux mêmes bénéfices de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Donc, grosso modo, ce qui est à retenir, c'est que en vertu des deux chartes, donc que ce soit la Charte québécoise des droits et libertés ou la Charte canadienne, donc nos droits principaux, donc le droit à la vie, le droit à la reconnaissance de sa personne, ainsi que des droits naturels, que ce soit dans le fond notre orientation sexuelle, notre sexe, notre race, nos croyances religieuses. Donc, tous ces droits sont des droits qui sont garantis par la Charte et aucune personne n'a droit, dans le fond, de les brimer ou d'agir à titre préférentiel, que ce soit dans une entrevue d'embauche ou également que ce soit à l'hôpital, chose qu'on verra un peu plus tard d'ailleurs dans le profilage social dans les prochaines diapositives qui vont suivre. Donc, juste vous dire que ce sera les mêmes droits qui vont être transposés dans les prochaines diapositives pour cette section. Ensuite, chose qui est vraiment importante, c'est qu'on a la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, cette commission, elle prend naissance de la Charte canadienne des droits et libertés et aussi de la Charte québécoise. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un organisme qui vise à protéger les droits et libertés de la personne et elle a des pouvoirs vraiment importants. Donc, elle a un pouvoir d'enquête, un pouvoir d'information, de coopération, de faciliter les recherches et les publications sur tout ce qui concerne l'accès à l'égalité et aux droits de la personne, ainsi que les droits de la jeunesse. Donc, c'est un organisme, par exemple, qui peut coopérer avec le SPVM et présenter des rapports annuels, par exemple, sur le profilage racial qui est effectué en vertu des plaintes qu'ils reçoivent de la part du public vis-à-vis des policiers, par exemple. Donc, ils peuvent démontrer que oui, effectivement, c'est un fléau qui existe et on l'a vu dans une certaine tranche d'âge spécifique. Également, on peut le voir dans l'affaire Camara, donc c'est une affaire qui s'est déroulée au mois de février, donc c'est ultra récent. Et la commission, d'ailleurs, s'est penchée dans cet objectif donc, pour amener de l'information aux différentes organisations publiques comme le SPVM, ou gouvernementales pour démontrer qu'effectivement, il y a un fléau de profilage racial et social. Et eux, ils vont proposer des solutions par rapport à ça. Et on a divers organismes qui militent contre le profilage racial, dont la clinique juridique de Saint-Michel, il y a la Ligue des droits et libertés, le collectif opposé à la brutalité policière. Donc, on a quand même beaucoup d'organismes qui sont diversifiés sur toute l'île de Montréal. Si jamais vous êtes victime de tels incidents, donc vous pouvez toujours nous en parler. Et juste pour vous dire également, donc je ne l'ai pas mentionné, mais la CDPDJ, donc la commission, elle reçoit les plaintes de toutes sortes, donc que ce soit une plainte en harcèlement, en profilage racial, profilage social. Donc, du moment que ça touche vos droits constitutionnels, tels que j'ai énumérés à l'article 10 ou l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, donc vous pouvez tout le temps déposer une plainte et ça se fait sur leur site web. Puis il y a quelqu'un qui va vous répondre donc, dans les prochaines 48 heures. J'aimerais juste aussi parler un peu plus de la clinique juridique de Saint-Michel puis de son rôle pour lutter contre le profilage racial. Donc, c'est un organisme qui est né, ça fait vraiment pas longtemps, donc 2 ans là, que ça existe. Puis, on a un comité qui est vraiment dédié à la lutte contre le profilage racial. Donc, on a plein d'avocats qui prennent des dossiers et évidemment, c'est pro bono, donc c'est fait gratuitement. Et on suit ces personnes-là à travers le processus de plainte, donc pour aller à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, c'est vraiment des avocats qui sont là pour, dans le fond, vous tenir la main tout au long du processus, puis pour vous dire, dans le fond, que c'est important de dénoncer, puis pas de garder ça pour soi, parce que le profilage racial, c'est un fléau, puis si on ne prend pas action contre ce problème-là, ben, malheureusement, ça ne va jamais finir ça va jamais se finir, dans le fond. Donc, c'était juste pour rajouter ce petit détail-là par rapport à la clinique juridique de Saint-Michel. Et si vous avez plus de questions, ben, je vais envoyer tantôt le courriel de la clinique dans le chat. Et si vous avez des questions par rapport à votre cas, vous pensez avoir été victime de profilage racial, puis vous voulez dénoncer, vous ne savez pas trop où commencer, ben, comme je dis, il y a des avocats qui sont là, des avocats et des étudiants bénévoles aussi, qui sont là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas.
Ben, sur ce, on va passer à la deuxième partie qui porte plus sur le profilage social, qui suit un peu la même structure, je dirais, que le profilage racial. Sur ça, ben, je vais passer la parole à mon collègue Ribakov. Oui, merci beaucoup, Maya. Donc, pour ce qui a trait du profilage social, on va commencer par lire la définition qui est assez simple. Donc, je vais la lire avec vous. Donc, toute action qui est prise par une personne ou des personnes en autorité à l'égard d'une ou d'un groupe de personnes pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection publique, du public, qui repose sur des éléments de discrimination autres que raciale, tels la condition sociale, et qui a pour effet d'exposer l'individu à un examen ou à un traitement différentiel lorsqu'il n'y a pas de motif réel ou de soupçon raisonnable. Donc, la définition parle d'elle-même et on va juste procéder avec un sondage. L'instant, je... Pas très long. Ouais. Ouais. Donc, voici la question. Les policiers donnent plus souvent des constats d'infraction aux personnes itinérantes. Est-ce du profilage racial? Social, pardon. Social, excusez-moi. Cool, tout le monde a répondu. Parfait. Donc, on va voir avec les prochaines diapositives la réponse à la question. Vous avez quand même bien répondu. Donc, voilà. Quelques manifestations du profilage social. Donc, on parle de disproportion dans les dans les constats d'infraction donnés aux personnes en situation d'itinérance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la disproportion? Au niveau de la disproportion des constats d'infraction, ça rentre dans la définition du profilage social parce qu'en fait, c'est toute action de personnes en situation d'autorité qui applique une mesure de façon disproportionnée sur des segments de la population du fait de leurs conditions sociales réelles ou présumées. Donc, par exemple, un exemple de mesure disproportionnée, ça serait par exemple un policier qui remettrait un constat d'infraction à une personne itinérante pour une infraction banale, comme par exemple dormir sur un banc du métro. Mais la remise de ce constat-là, c'est une mesure disproportionnée, par exemple, par rapport à sa condition sociale. On sait très bien que les itinérants n'ont pas d'argent pour payer cette contravention-là. Donc, le fait que le policier donne un constat d'infraction sur l'action qui est de dormir sur un banc, c'est une action disproportionnée. Donc, ça constitue du profilage racial. Et pour des statistiques, il y a une étude qui a été réalisée entre 1994 et 2004. Et les 3 infractions les plus reprochées aux itinérants, c'était premièrement la consommation de boissons alcoolisées sur le domaine public. Après ça, c'était avoir été retrouvé gissant, flânant, ivre sur une voie publique ou place publique. Et puis la troisième qu'on voit, c'est gêner ou entraver la libre circulation en s'immobilisant, rôdant, flânant dans une place publique. Donc ça, c'est les 3 infractions qui ont été recensées entre 1994 et 2004 sur les itinérants. Aussi, on voit aussi que le profil... non, c'est encore... j'ai pas... la deuxième ici, où est-ce qu'on voit le monsieur en jaune, on voit que il y a aussi un profilage social qui est fait au niveau des itinérants, au niveau de leurs habits, la tenue vestimentaire. Comme par exemple, un policier va avoir tendance à intervenir auprès d'un itinérant juste au niveau de ses habits parce qu'il porte des habits souillés. Donc, ça titille l'œil du policier qui va être porté à faire une intervention au niveau de l'itinérant pour cette raison. Et un troisième type de manifestation qu'on remarque aussi, c'est chez les jeunes. Par exemple, on remarque que les jeunes sont souvent profilés, notamment en raison de leurs vêtements aussi. Des fois, ils vont avoir tendance à porter par exemple, un jeune qui va porter des vêtements comme qu'on voit dans les vidéos hip-hop. On appelait ça dans le temps, quand je me rappelle quand j'allais à l'école, on appelait ça les habits yo. Donc, ce type de vêtements-là, encore une fois, ça attire l'attention des policiers. Comme par exemple, un jeune qui va porter des vêtements rouges, pantalon un petit peu baissé, ben, ça va attirer l'attention du policier. Donc, c'est un type de profilage qu'on voit aussi. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, qui sont les personnes les plus ciblées par le profilage social? Excellente question. Il y a 2 groupes qui sont principalement visés par le profilage social. On parle, comme on a parlé tantôt, des itinérants.
Donc, c'est les premiers vraiment qui sont le plus profilés par rapport à ce type-là. Comme on l'a dit tantôt, c'est en raison notamment de leurs vêtements. On voit souillés souvent, malheureusement. Donc, ça l'attire encore une fois le policier. Et aussi en raison des règlements qui affectent directement ce groupe-là. Donc, il y a certains règlements, comme par exemple le fait de ne pas flâner, le fait de ne pas dormir sur un banc. Tout ça, c'est des infractions qui font en sorte que ça vise directement les personnes en situation d'itinérance. Donc, ce que ça crée comme problème, ça crée que la police va toujours les intercepter et ils vont leur remettre des constats d'infraction qui font en sorte que c'est distribué de façon excessive. Donc, on appelle ça un peu un abus du pouvoir de policier au niveau de leur discrétion face à donner un constat ou non à un itinérant. Donc, ce que ça crée, lorsqu'on donne un contrat d'infraction à un itinérant, malheureusement, il n'est pas en mesure de payer ce constat-là. Donc, ça crée une surjudiciarisation, excusez-moi, des personnes itinérantes. Donc, elles se retrouvent malheureusement derrière les barreaux parce qu'elles ne sont pas en mesure de payer cette contravention-là, parce qu'ils n'ont pas d'argent, malheureusement. Aussi, les deuxièmes personnes qui sont le plus visées, on parle des jeunes de la rue, qui sont ici des quartiers défavorisés. Souvent, ils sont assimilés à des gangs de rue, juste sur la base encore de leur habillement ou parce qu'ils sont tout seuls dans la rue. Donc, tout ça, ça vient, c'est des victimes dans le fond du profilage social. Donc, on va passer à la prochaine diapo avec mon collègue Alan. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, parfait. Dans le fond, c'est ce que je disais tantôt. Donc, on revient essentiellement à la Charte des droits et libertés avec l'article 10, dans le fond, qui énonce que les droits sont protégés. Puis, en matière de profilage social, donc, c'est aussi une condition qui est vraiment garantie par la Charte des droits et libertés, telle que vous pouvez le voir à l'article 10. Donc, encore une fois, donc, on fait mention des organismes qui militent contre le profilage social, donc tel que mentionné par Maya. Donc, nous avons la clinique juridique itinérante, la Ligue des droits et libertés, et bien entendu la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse. Super, merci beaucoup, Alan. On va passer à la troisième partie qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ma foi, c'est la partie la plus intéressante parce que c'est la partie la plus pratique. Donc, concrètement parlant, là, si je suis face à une situation où je suis profilée racialement ou socialement, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Et donc, je vais passer la parole à Sarah, ma collègue. Merci, Maya. Alors, on va commencer. Donc, que faire si on est victime de profilage racial ou social? Alors, nous, on recommanderait de faire une plainte à la CDPDJ. Alors, pour que ce soit tous les droits qui sont protégés à la charte, tels que Alan les avait énumérés plus tôt, ben, ça va être, dans le fond, à la CDPJ qu'il va falloir porter plainte. C'est ça, que ce soit la race, la couleur, le sexe, l'identité de genre, l'expression de genre, c'est ça que j'avais dit, l'orientation sexuelle, l'état civil, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique, la nationalité, les conditions sociales ou les divers handicaps, eh bien, ce sera avec la CDPDJ qu'il faut porter plainte. Néanmoins, ce n'est pas toujours à la CDPDJ qu'il va falloir passer. Par exemple, il y a certaines choses que c'est plutôt dans la juridiction du fédéral, telles que, par exemple, si on apprend qu'une banque avec des fournisseurs de services téléphoniques, la gendarmerie royale, ben, ça ne va pas être la CDPDJ qui va porter action, mais ce sera plutôt le CCDP. Ça, c'est la Commission canadienne des droits de la personne, puisque dans le fond, il s'agit de la juridiction fédérale. Mais encore aussi, c'est vrai que la CDPDJ, c'est elle qui s'occupe des plaintes, mais parfois, c'est mieux de faire une plainte un petit peu plus, disons, précise, telle que, par exemple, si on est victime de violences verbales ou physiques, c'est bien d'aller voir la police locale avant d'aller voir la CDPDJ pour, disons qu'on a un petit problème avec un organisme au ministère québécois, on peut aller à la protection du citoyen. Par rapport au logement, il faut aller à la régie du logement, le tribunal administratif du logement. Par rapport à l'emploi, par exemple, on se fait congédier de manière injuste, ben on va à la Commission des normes de l'éthique, de la santé et de la sécurité du travail, la CNESST. Puis c'est ça, quand il y a un manquement par rapport à vos droits en tant que consommateur, on passe à l'Office de la protection du consommateur. C'est juste, dans le fond, on peut avoir un recours avec eux avant d'aller à la CDPDJ, mais c'est toujours bon d'aller à la CDPDJ. C'est possible
d'avoir deux recours, d'abord tenter son recours là, dans un autre organisme et ensuite passer à la CDPDJ. Alors, qui peut porter plainte avec la CDPDJ? Bien, tout d'abord, ce sera la victime elle-même. Ensuite, il y a des organismes qui vont pouvoir faire, dans le fond, une plainte au nom de plusieurs victimes, un peu dans le genre d'un recours collectif. Puis pour une personne âgée ou handicapée qui n'est peut-être pas en mesure de porter plainte par elle-même, eh bien, il pourrait y avoir, par exemple, des témoins qui vont porter plainte à leur place. Puis aussi, il est possible de porter plainte au nom de quelqu'un d'autre en ayant son autorisation par procuration. Puis, par rapport à la plainte, les délais importants qu'il faut savoir, c'est qu'une plainte, dans le fond, ça va prendre, c'est autour de 3 ans la prescription avant qu'on ne puisse plus porter plainte, mais c'est très recommandé de faire sa plainte en dedans de 2 ans parce que, dans le fond, avant la fin des 3 ans, c'est ça, pendant le délai de 2 ans, la plainte va être plus favorisée qu'après. Il y a plus de chances que ça aboutisse, alors c'est très recommandé de le faire en dedans de 2 ans. Puis encore, il y a une exception lorsqu'on arrive aux municipalités et aux services de police. Ça, il faut le faire en dedans de 6 mois. Il faut être un petit peu plus rapide afin de porter plainte. Puis c'est quoi qu'on doit dire quand on fait une plainte? Bien, il faut parler des faits, dans le fond, les gestes, les paroles, comment on a été victime de profilage, de discrimination ou peu importe. Il faut donner les dates importantes. Puis aussi, s'il y a des témoins, c'est important de connaître, dans le fond, leurs informations. Parce que, par exemple, ça va mal si tu veux apporter un témoin, mais que tu ne connais même pas son nom, que tu n'as pas son numéro de téléphone, son adresse ou que tu n'as rien pour, dans le fond, le contacter. Fait que c'est important de connaître, c'est ça, les informations des témoins. Puis, dans le fond, il faut aussi dire les autres démarches qu'on a entreprises. Par exemple, tantôt, j'avais dit, on peut faire une plainte, par exemple, on a perdu notre emploi et on fait une plainte à la CNESST, mais il va falloir spécifier qu'on a d'abord fait une plainte à la CNESST. Puis, dans le fond, les plaintes, ça se fait par courriel, par téléphone, en ligne, sur le site Internet, à la poste. Alors, c'est très accessible. Puis, une autre chose qui rend les plaintes assez accessibles, c'est dans le fond qu'on n'a pas besoin de les faire à l'aide d'un avocat. On les fait par nous-mêmes. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez facile. Il ne faut pas avoir peur de porter plainte si on est victime de profilage. Alors, on va pouvoir passer à la plainte en déontologie, s'il te plaît, Maya. Oui, je pense que Merci. elle est affichée, je pense. Ouais. Ouais, c'est bon. Good, les deux slides se ressemblent un peu. Oui. Après, pour la plainte en déontologie, ben, encore une fois, c'est gratuit, puis on n'a pas besoin de faire usage d'un avocat. Puis comparativement à la plainte, dans le fond, la première plainte que j'ai dit, la plainte en déontologie, dans le fond, c'est recevable en nombre de 365 jours. Ça, c'est à cause de la loi sur la police à l'article 150. Puis la plainte, elle peut être déposée sur le site officiel du commissariat à la déontologie policière. Puis dans le fond, c'est pas juste la victime qui peut porter plainte, même le témoin peut venir porter plainte, puis c'est même voire très recommandé qu'une personne, c'est ça, qui soit témoin, porte-parole pour la victime. Alors, on va pouvoir passer à l'interpellation. Ben, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une interpellation? Admettons, dans le fond, un policier vient vous voir parce qu'il y a eu un crime qui a été fait dans les environs, là, il a le droit d'aller vous voir. Ou bien, par exemple, si vous n'avez pas respecté une règle municipale, par exemple, vous avez traversé la rue à un endroit où vous ne deviez pas, eh bien, le policier il a le droit de venir vous interpeller. Mais sinon, en soi, il faut que le motif du policier soit raisonnable. Dans le fond, il faudrait que, disons, n'importe quel autre policier qui aurait été dans cette position ait fait le même comportement. Dans le fond, il faut que ce soit justifiable, puis c'est ça. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, puis c'est pas mal ça qui donne naissance à du profilage racial ou social. C'est ça, tel que Victoria l'avait dit précédemment, les personnes noires ou autochtones ont autour de 4 fois plus de chances de se faire profiler et les personnes arabes ont 2 fois plus de chances. Alors maintenant, est-ce qu'on est obligé de répondre lorsqu'on se fait interpeller? Eh bien, laissez-moi juste... Ben non, on n'est pas toujours obligé de répondre, c'est ça. Il faut tout d'abord, soit on communique au policier qu'on ne souhaite pas lui parler, on peut aussi continuer notre route en restant poli, ou bien on peut lui répondre. Mais dans le cas qu'on choisisse, c'est ça, de ne pas lui répondre ou de continuer notre route, de lui dire qu'on ne veut pas lui parler, ben c'est très important, c'est ça, de lui dire de rester poli, puis il faut être capable d'assumer parce que ça se peut, dans le fond, que l'interpellation devienne plus contraignante. C'est quelque chose auquel il faut faire très, très attention.
Alors là, il y aura un petit sondage. Je vais le share un instant. Alors, je vais lire l'affirmation. Alors, Ahmed est au volant de sa voiture lorsqu'il se fait intercepter par un policier. Le policier questionne Ahmed sur sa vitesse et sur sa destination. Ahmed est-il obligé de répondre aux questions? Alors, on peut répondre soit par oui ou par non. OK, je vais partager les résultats. Ben, exactement, c'est ça. La réponse, c'est non, parce que Ahmed, il a son droit de garder le silence. Puis ça va être tout pour la question. Je voulais juste aussi spécifier, juste pour comme rajouter un petit mini détail. Dans le fond, lorsqu'on est dans le cadre d'une interception policière, ben, ça fait en sorte que nos droits qui sont protégés par la Constitution se déclenchent automatiquement et de là découle le droit de garder le silence. Donc, on est obligé de s'arrêter si le policier nous arrête, mais s'il nous pose des questions, c'est à ce moment-là qu'on a le choix de garder le silence. Donc, à ce moment-là, s'il pose des questions, le policier pose des questions sur la vitesse puis sur la destination de la personne, ben, ça va pousser la personne à s'auto-incriminer. Donc, si elle dit « Ah, je roulais à 140 km/h dans une zone de 50 », ben là, elle vient de s'auto-incriminer. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la personne n'est pas obligée de répondre aux questions parce qu'à ce moment-là, ben, elle est protégée par son droit de garder le silence. Donc, elle fait juste dire au policier qu'elle ne veut pas répondre à ces questions, comme Sarah l'a très bien expliqué tout à l'heure. Ben, c'est ça, effectivement. On peut s'auto-écriminer, il peut s'agir d'un aveu, alors c'est très important de faire attention, comme l'a dit Maya. Puis maintenant, on va passer à est-ce que, dans le fond, un agent de police... OK, c'est ça. Dans le fond, est-ce qu'un agent de police, il peut... Je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé sa main. Oui. Ben, c'est juste une question. Ça ne peut pas être vu comme un refus de coopérer dans ce cas-ci? Le fait de ne pas répondre à la question. Oui, c'est ça, parce que je comprends qu'il y a un droit constitutionnel qui garantit le droit au silence, ça je veux bien, mais, mais là, dans ce cas-ci, si la personne pose des questions, évidemment, ça dépend du contexte, mais dans ce cas-ci, justement, où on pose des questions sur est-ce que vous savez pourquoi on vous a interpellé, tout ça, je veux dire, ça c'est coopérer, non? Je ne sais pas, je pose la question. Ben c'est ça, dans le fond, c'est que là, vu que la personne, elle est en situation de détention, donc elle est détenue par le policier, vu qu'elle est interceptée, donc elle n'a pas le choix d'obtempérer au geste du policier puis de s'arrêter, mais le fait de répondre à ces questions, c'est pas vu comme... en fait, le fait de refuser de répondre aux questions, c'est pas vu comme un refus d'obtempérer parce que, comme je l'ai expliqué, dans le fond, c'est le droit de garder silence intervient automatiquement. Donc, il n'est pas obligé de répondre, de répondre aux questions. Il dit, Monsieur l'agent, j'ai le droit de garder le silence, donc je ne veux pas répondre à vos questions. Ensuite, comme tu as dit, ça dépend aussi des faits. C'est sûr que chaque dossier est différent, chaque circonstance est différente, mais ce qui est sûr, c'est que si tu poses des questions sur c'est quoi la vitesse à laquelle tu allais, puis tu sais, comme t'allais où, puis tout, c'est pas vu comme un refus d'obtempérer si tu réponds pas aux questions. D'accord, merci. Maya, Oui? est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Écoute, je vous écoute, mais c'est super intéressant. Cependant, je suis un petit peu mitigée. Okay? C'est comme si on lançait un discours aux jeunes, oui, vous ne répondez pas à l'autorité. Si un policier s'approche de nous, ben, qu'on soit poli et qu'on dise la vérité. Si j'ai fait de l'excès de vitesse, même si le policier ne m'a pas vu, il y a des caméras partout. Donc, je pense qu'il faut être transparent et aussi il faut être responsable. Je ne sais pas, c'est comme deux sons de cloche. Je ne sais pas, est-ce que je me trompe, mais c'est ça mon ressenti. Non, je comprends ce que tu veux dire. Puis, exemple, mon conjoint a été interpellé 2 fois et il a traversé le feu rouge, il a eu une pénalité. Ce n'est pas parce que c'est un Algérien qui va porter plainte. Donc, c'est comme 2 poids, 2 mesures. Jusqu'à où on est responsable. Maintenant, effectivement, si je ne suis pas dans le tort, je roule à 50 km et qu'il me dit, oui, vous roulez trop vite, là, peut-être oui. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses.
J'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Je comprends ce que tu veux dire, puis c'est pertinent ce que tu ramènes. Ben, premièrement, j'aimerais juste clarifier que nous, vu qu'on est juste des étudiants en droit, puis on n'est pas des avocats, on ne peut pas nécessairement donner de conseils juridiques, fait qu'on doit se limiter à donner de l'information générale. Mais je pense que ta question, elle rentre dans le champ de l'information. Mais en fait, effectivement, c'est sûr que ça rend les choses plus faciles de répondre à la question du policier. Ah, t'allais où, puis à quelle vitesse. C'est sûr que c'est être courtois, puis on a une obligation morale peut-être de répondre aux policiers parce qu'ils représentent la force de l'ordre, tu vois. Par contre, on a un droit qui nous protège contre ce genre de situation-là parce que c'est sûr que, comme j'ai dit, chaque situation est différente, puis il faut trouver un droit qui recouvre toutes les situations possibles. Et donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont honnêtes et qui vont vouloir répondre à la question par obligation morale. Par exemple, toi, tu te dis, oui, j'ai envie de répondre au policier, je vais répondre. Par contre, tu n'es pas obligé de le faire. C'est juste ça que ça dit le droit de garder le silence, c'est que tu n'es pas obligé de répondre. Mais si on ne répond pas, c'est quoi les suites? Ben, il n'y a pas de suite. Mais si je ne réponds pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire qu'il va me dire merci, au revoir. C'est quoi? Ben ça dépend après de comment le policier va gérer la chose, mais du côté légal, de l'aspect vraiment constitutionnel, c'est que tu n'es pas obligé de répondre. C'est sûr qu'après, le policier, il peut prendre des mesures contre toi puis dire, ouais, tu ne respectes pas ce que je te dis et tout, puis là, après, il va, je sais pas moi, il peut t'arrêter. Ben, honnêtement, j'ai aucune idée de c'est quoi le processus qui se passe avec le policier, mais par exemple, qu'ils se disent, OK, ben, coopère pas, je vais l'arrêter pour obstruction ou genre, c'est peu importe. Ben là, après, tu dis, OK, tu te fais arrêter, mais après, tu peux porter plainte par rapport à cette situation-là parce que tu avais le droit de garder silence. Il n'y avait pas le droit de t'obliger de parler, là. Tu comprends? Je ne sais pas si c'est clair. Merci, mais il me manque un petit bout. Merci. Si je peux me permettre. Mais continuez votre présentation. Non, merci. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, moi, en soi, je ne dis pas « Ah, ne répondez pas aux policiers », mais c'est plutôt qu'on veut dire que c'est possible de ne pas répondre aux policiers. Mais encore, comme j'ai dit précédemment, dans ce temps-là, ça se peut que l'interpellation va devenir plus contraignante, puis il faut faire attention à ça, il faut évaluer, chaque situation est différente. Mais c'est sûr, ça dépend justement de la situation, chaque situation est différente. Puis c'est pas mal ça, là. Dans le fond, c'est plus qu'on a la possibilité qu'autre chose, là. C'est pas non plus quelque chose. Merci pour la question, Yamina. Ben oui. On va continuer. Est-ce que tu avais fini avec cette diapo-là? Oui, ça va être correct pour cette diapo. Parfait. Alors, dans quel contexte on doit s'identifier? Ben, c'est lorsqu'on est en état d'arrestation. Ben, tu sais, c'est une situation différente de l'état de l'interpellation. L'arrestation, c'est un petit peu plus loin, disons. Puis, lorsqu'on est conducteur d'un véhicule, mais encore les passagers, eux, ils ne sont pas obligés de s'identifier. Lorsque notre profil correspond à une personne qui est recherchée par la police, ou si, par exemple, lorsqu'on est un mineur dans un bar, là, le policier, il peut nous demander de s'identifier, par exemple, s'il soupçonne qu'on n'est pas en âge de boire. Dans ce moment-là, le policier a le droit de se poser des questions. Puis c'est ça, ou sinon, lorsque le policier a un motif raisonnable de penser qu'on a commis une infraction en soi. Puis ensuite, c'est important de savoir, lorsqu'il y a une interpellation qui prend place, ben, on a le droit de filmer le policier, à moins bien évidemment que l'infraction soit en lien avec notre téléphone, parce que dans ce temps-là, ça va un peu mal pour filmer le policier. Puis de cette façon, si le policier agit de manière qui est contraire à la loi, s'il y a un comportement qu'on croit qui n'est pas correct, peut-être par exemple du profilage racial ou social, bien, on aura une preuve. Dans le fond, ça va permettre de fournir ça quand on va faire une preuve en déontologie policière ou à la CDPDJ, eh bien, on pourra démontrer plus facilement s'il y avait ou non de la discrimination. Mais toutefois, c'est bien d'informer le policier qu'on va le filmer puis de lui dire que, dans le fond, je filme pour que mes droits soient respectés. Ce n'est pas, par exemple, pour te déranger, pour te narguer. C'est important de faire ça, dans le fond, avec bonne foi. Là. Le but, ce n'est pas d'agacer le policier, mais c'est plutôt de faire valoir ses droits. Puis sinon, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la plainte en déontologie que j'ai réalisé que je n'avais pas dit précédemment, mais pour donner cours à une plainte en déontologie, c'est vraiment important d'avoir le matricule du policier. Donc, si vous le demandez, lui, il est obligé de vous le donner. Donc, ça ne devrait pas être un problème pour ça.
Merci, Sarah. Donc ça conclut un peu la partie théorique du webinaire, donc toutes les notions, définitions, statistiques, etc., etc. Donc, on revient à la mise en situation du début qu'on a lu ensemble. Là, j'ai quelques questions. Je ne sais pas si vous voulez intervenir pour qu'on ait une petite discussion, mais dans le fond, les questions sont les suivantes. Premièrement, qu'est-ce qui peut nous porter à croire qu'Ahmed a été victime de profilage racial? Ensuite, est-ce que Ahmed peut porter plainte pour son altercation avec le policier? Et enfin, comment doit-il réagir lors de l'interpellation? Donc ça, c'est 3 questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut se tenter. Sinon, nous, on peut essayer de répondre, mais c'est plus le fun si les participants participent. Nabil, je ne sais pas si tu peux regarder, s'il te plaît, s'il y a des mains qui se lèvent ou... Oui, je suis en train de surveiller. OK, parfait. Sinon, je peux laisser chaque personne expliquer, là, je ne sais pas. Yamina, est-ce que tu avais une question, Madame Osmani? Oui, Maya, est-ce que il n'avait pas sa ceinture, hein? C'est ça? Non, dans le fond, ça, c'est une autre situation. Ce que je peux faire, c'est revenir peut-être sur la maison. Juste nous résumer, parce que j'ai complètement oublié, hein, à mon âge. Non, mais on a parlé aussi de beaucoup de mises en situation, fait que juste revenir sur celle-là un instant. Donc, lui, c'est Ahmed, c'est ça, il est sorti du Ah, OK. chef, lycée. il s'est fait interpeller par un policier qui lui dit arrête de mentir, là, t'es pas le premier arabe, Ouais. tu vas faire ça, t'es un menteur, blablabla. Très bien. En fait, il y a deux choses ici, si je peux me permettre. Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Donc, c'est sûr que lui, il a fait une gaffe, hein, il a traversé à la lumière rouge, il a droit à une infraction, à un procès, comme on dit. Cependant, ce qui rentre dans le profilage racial, c'est cette insulte. C'est l'insulte du policier, en fait, qui lui a dit « arrête de mentir, sale quelque chose, etc. » En fait, il y a 2 aspects. Il y a un aspect, le jeune, effectivement, a fait une erreur, mais le policier également, dans une deuxième partie, devait faire son travail aussi de manière professionnelle, mais là, il a outrepassé sa fonction. Et là, c'est vrai, il a attaqué le jeune homme. Donc, le jeune Ahmed, je pense qu'il est en droit de porter plainte contre le policier. Pas pour rouspéter par rapport à la plainte, aux $15, mais par rapport à l'attitude et aux insultes. Voilà. OK, merci beaucoup, Yamina. Est-ce que quelqu'un veut renchérir? C'est ça, je pense qu'il peut faire valoir le fait que déjà, il y a une faute professionnelle, puis au niveau déontologique, mais également faire valoir ses droits et libertés fondamentales en lien avec la discrimination. Donc ça, au niveau de la commission sur les droits de la personne, le tribunal des droits de la personne, il pourrait faire valoir ça. Je ne sais pas si je dis n'importe quoi, mais... Non, c'est bon, c'est bon, c'est exactement ça. Par contre, je pense qu'on n'a pas regardé le problème du bon côté parce que c'est sûr que c'est pas spécifié, là, mais nous, comme on l'avait abordé, cette mise en situation-là, c'est plus le fait que Ahmed, c'est vrai qu'il n'a pas passé, qu'il n'a pas passé la rue au mauvais endroit. C'est vraiment le policier qui l'intercepte comme ça, sans vraiment avoir de raison apparente et qui lui dit, ben là, c'est pas vrai là, que t'as pas traversé, tous les Arabes sont des menteurs, puis ils respectent jamais les règles. Donc, nous, comment on l'a abordé, c'est plus de ce côté-là. C'est vraiment qu'il ne l'a pas fait. Puis, c'est juste sur la base de sa race, de son groupe ethnique, qu'il l'a arrêté, puis il a dit « Ah, tu l'as fait. » Puis après, en plus, qu'il l'insulte et qu'il fasse ça de manière non professionnelle. Mais c'est sûr que si on regarde ça du point de vue qu'il l'a fait, c'est plus la manière comment il a procédé au constat d'infraction qui est problématique. Absolument. Maya, je voulais juste rajouter, si on peut retourner aux diapositives où on avait parlé de Milad Resco, les commentaires du juge, c'est très intéressant. Je l'ai écrit à quelque part, mais... Oui. Alors, le juge a dit que l'interpellation de M. Milad Resco avait pas de motif raisonnable. Le policier chartrand n'avait pas de motif raisonnable. Et les vérifications étaient disproportionnées. Je ne peux pas dire le mot, en tout cas. Mais
la remise d'un constat d'infraction était sur la base, il y avait une base de préjugés et il a agi de manière abusive. C'est pas le même cas, mais on peut voir des parallèles entre les deux situations. Et si on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire de M. Resco, c'est sûr qu'on peut revenir à la même conclusion. Ça, c'est vraiment le fait de ne pas avoir de vrais motifs qui fondent l'interpellation ou l'interception policière, l'intervention plutôt. C'est plus ça le problème dans le cas. Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sûr que si on voit le problème d'un autre côté, la solution est tout aussi bonne que ce que Yamina et Nabil ont dit tout à l'heure. Et aussi, concernant le procédé de plainte, on peut faire une plainte en déontologie policière parce que là, le profilage racial a été fait directement par un policier. Mais on peut passer aussi par la CDPDJ, puis il y a toutes sortes de façons de contester ça. Mais à mon avis, la bonne façon de commencer la chose, c'est vraiment de faire une plainte en déontologie policière. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, que ce soit les participants, que ce soit les présentateurs. Oui, ben moi j'aimerais renchérir, Maya. Donc, grosso modo, il faut penser à l'article 10, comme je l'avais mentionné en début de présentation. Donc, vous avez vraiment des droits qui sont garantis par la charte. Donc, du moment que ça touche la race, donc l'orientation sexuelle, ça touche l'origine ethnique. Donc, c'est sûr que ce sont des droits qui sont garantis. Donc, du moment qu'on vous interpelle de la sorte et qu'on met, dans le fond, la preuve par rapport à votre origine, à votre race ou votre orientation sexuelle. Donc, de cette façon, automatiquement, la charte, elle s'applique. Donc, il y a un problème de profilage racial. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut le voir. Merci, Alan. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. Est-ce qu'on est en période de débat ou... Oh, ben, vous pouvez intervenir si vous voulez, c'est vraiment comme vous voulez. Allez-y, madame. Merci pour tout l'exposé, c'est vraiment intéressant. Et puis, vous êtes en train de faire forger vos armes, c'est très bien. Puis, de donner tous les outils aux personnes qui affronteraient un peu ces problématiques. Je m'appelle Farida Asmani, je suis sociologue de formation et j'ai fait partie d'un comité expert avec la police en 2006. Peut-être que vous n'étiez pas encore né. Vous êtes très jeune. Moi, oui. Moi, oui, personnellement. Oui, en 2006. Alors, ça a été plusieurs années. Je ne me souviens pas. Je pense qu'on est resté... on a passé plusieurs soirées. C'était le comité expert pour lutter contre la discrimination faite aux jeunes d'origine arabe et musulmane. Mais il y avait plusieurs comités. Il y avait des comités pour les communautés noires et les comités hispaniques, etc., etc. Tout ce que j'en retiens, c'était les bons repas quand on arrivait là. La police, ça bouffe très bien. Il y avait de très, très bons repas et tout, halal pour les musulmans. Ouais, le commandant était là et tout. Puis c'était assez impressionnant parce que dans le quartier général, là, leurs bureaux sont super beaux. Bon, alors, OK, c'est bien, on mange bien. Est-ce que vous avez vu des améliorations depuis que vous étiez là? Qu'est-ce que vous avez fait en fait au sein de ce comité-là plus précisément? Souvent, on dit qu'il ne faut jamais laisser les chaises vides, il faut y aller et tout. Nous, personnellement, moi, j'avais pas de grosses attentes, absolument pas. Mais il fallait y aller, puisque j'étais dans un organisme, la Fédération des femmes du Québec à ce moment-là, et puis on nous avait demandé de venir. Okay. Moi, c'était pour un peu le profilage contre les femmes musulmanes qui se faisaient beaucoup agresser à ce moment-là parce qu'elles commençaient à porter le voile. Pas envers elles seulement, mais il y avait une tendance pour les petits gars aussi qui avaient la barbe et tout, parce que la question du profilage racial, et racial surtout vis-à-vis des jeunes musulmans, était à ce moment-là assez puissant. Il l'est encore. Et il fallait réfléchir à ça. Et moi, je faisais une recherche à ce moment-là sur les violences faites aux femmes arabes et musulmanes à Montréal. Okay. Et j'avais constaté que en cas de crime haineux, il n'y avait pas de statistiques. Donc, notre demande, c'était de faire des statistiques pour les crimes haineux.
OK. Il OK. n'y en a pas. À ce jour, il n'y en a pas. Pour les communautés, les autres communautés. Pour la communauté juive, c'est les propres organismes de la communauté juive qui sont très actifs dans le cadre d'antisémitisme. Parce qu'il y en a eu aussi comment on appelle ça? Des profanations de tombeaux, des signes nazis, etc., les synagogues et tout ça, mais eux, ils sont très proactifs. Ça n'a pas été le cas pour d'autres communautés, les communautés autochtones, etc. Puis, alors, le dépôt de plainte, OK, on y va, on peut déposer des plaintes, mais le comité déontologique, c'est des policiers qui jugent des policiers. Il est partial. On avait demandé à ce que ce ne soit pas des policiers qui jugent des policiers. Et c'est exactement plusieurs années après, avec le cas de Camara, où on voit la fraternité qui a pris position en disant que non, puis en essayant de, comment dirais-je, de protéger les policiers. Ouais, c'est sûr, c'est un problème qu'on voit beaucoup, hein. On va pas mettre tous les policiers dans le même panier, mais c'est sûr que face à ce problème-là, qu'on voit toute la fraternité des policiers prendre position puis dire non, mais il n'y a pas eu de profilage racial, là, c'est plus compliqué que ça. Mais on voit c'est quoi un peu l'approche des policiers face à ça, puis on voit qu'il y a encore des marches à suivre avec eux, puis de faire, dans le fond, de prendre action pour lutter contre ce problème-là, c'est sûr. Oui, c'est mieux comme ça, parce que vous ne me voyez pas. Oui, mais par ailleurs, c'est bon de voir les bonnes pratiques. Puisque Fadi Daher, qui est l'actuel chef de la police de la ville de Longueuil, il a de bonnes pratiques, et puis pas souvent à la télévision. C'est un policier qui a amené beaucoup de changements à Saint-Michel, parce que lui, il patrouillait à Saint-Michel, justement. Et c'est bien d'avoir des fois un background de ce qui s'est passé pour voir où est-ce qu'on a fait de bonnes choses et où est-ce qu'on a failli. C'est vraiment intéressant, puis d'aller interroger les personnes pour la mémoire et tout, parce qu'il n'y a pas vraiment de travaux qui sont faits. Ils sont comme des fois, comment dirais-je, succincts, des fois pour une période, des fois, et puis il n'y a pas une continuité là. Il n'y a pas de champ de spécialisation là-dessus. Et alors, juste pour revenir à ça, ce qui avait été demandé, c'était une vigie. Il n'y en a plus. Les crimes haineux, on ne peut pas. Pour voir, alors qu'à la police de Toronto, ils le font. Et par communauté. C'est pour ça qu'on peut voir est-ce que c'est des problématiques qui sont traitées ou pas. Mais si on ne les a pas, on ne peut pas le savoir. Et on voit que les problèmes sont récurrents parce qu'on ne les traite pas. Ce qu'on avait obtenu à ce moment-là, après plusieurs années à siéger sur le comité, c'est une demi-journée de formation des policiers contre le profilage racial. Bon, on voit à quel point ils sont prêts à changer les choses, hein, donc... Demi-journée, alors que ces questions de profilage racial, regardez vous qui êtes en train de vous spécialiser, puis vous l'avez abordé sous l'angle de la police. Mais il n'y a pas juste la police, et on voit la résistance énorme contre le profilage et la discrimination systémique. Ouais, ça c'est tout un autre problème, ça. Ça, c'est sûr que c'est le fondement même, je pense, de tout ce problème de profilage racial. Si ça se règle pas, c'est que ça vient d'en haut, et si ça change pas d'en haut, ben c'est sûr qu'en bas, ça va, les racines vont continuer, hein, donc... Il y a tout un corpus, de lois, il y a tout un corpus de règlements, de pratiques, etc., qui doit être soulevé. Et il y avait des chercheurs qui avaient fait l'historique des lois discriminatoires au Canada et au Québec. La loi White If Possible dans les années 50. On n'acceptait pas des immigrants qui étaient noirs. On n'acceptait pas les immigrants chinois. Et tout ça, ça continue. Et quand par hasard, dans le temps, cette ligne de temps-là, des fois, on a comme un noir, comme une vacuité. On ne continue pas. Et là, c'est important de voir comment c'est récurrent. C'est récurrent. Alors, il faut rompre cette forme de récurrence-là. Et bon, puis moi,
quand on parle des policiers, surtout à la télévision, je ne suis pas tellement à l'aise. Il n'y a pas que les policiers, il y a tout. C'est ça, Les c'est ça. films, Mhm. tout. Ouais. Et c'est très drôle. Mais en même temps, c'est très bien la manière dont vous l'avez fait. Vous avez pris un angle d'attaque. Mhm. Et donc, c'est parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, c'est un angle d'attaque. La seule chose que je vous inviterais à faire, peut-être pour vos recherches, peut-être, c'est de voir les obstacles. Mhm. Quand on veut, par exemple, les obstacles. Un des obstacles, par exemple, systémiques, c'est la Commission des droits de la personne. Pourquoi elle met tant de temps? Les délais sont longs, c'est sûr. Ouais, mais ça, c'est parce que je pense, à mon avis, que les délais sont longs parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont faites, puis eux, ils doivent classer ces plaintes-là. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être, il y a des mesures qui doivent être prises pour raccourcir ces délais-là. Et je pense qu'il y a des travaux en ce moment qui sont en train de se faire pour régler ce problème-là. Mais malheureusement, c'est une réalité à laquelle on doit faire face. Et justement, comme pour faire notre part dans le règlement de ce problème-là, de ce fléau-là qu'est le profilage, ben, c'est d'informer les gens sur leurs droits, comme on est en train de faire en ce moment avec cette formation-là. Mais il y a tout plein de façons de le faire, d'informer la population sur leurs droits, puis juste de rendre les gens plus à l'affût de ce qui se passe. Et je pense qu'à partir de là, ça peut faire changer les choses. Et si on concentre ça des policiers, c'est sûr qu'une autre fois, on va concentrer ça sur quelque chose d'autre, un autre aspect du profilage racial. Mais je vous remercie quand même de votre commentaire. C'était vraiment intéressant, vraiment pertinent. Puis on va prendre ça en considération. Puis